Bonjour, je m'appelle Marine Argenson et dans le cadre de l'UE 5.2 évaluation d'une situation clinique et de l'UE 3.2 projet de soins infirmiers, je vais vous présenter à l'oral la démarche clinique que j'ai réalisée. Je vais vous présenter la personne, décrire l'histoire de la maladie, de l'hospitalisation, puis je relèverai les problèmes de santé identifiés relevant d'une collaboration avec le médecin. J'identifierai ensuite les diagnostics infirmiers. Je conclurai avec le devenir de la patiente. Alors, j'ai effectué mon stage en santé mentale dans un service public adulte qui fait partie d'un centre hospitalier psychiatrique du Pays d'Aix. Il compte 21 lits. Les pathologies prévalentes sont la schizophrénie, les troubles bipolaires, les troubles dépressifs. Ce jour, je travaille avec 3 infirmières, le psychiatre, une aide-soignante et la cadre. Donc, je vais vous présenter la personne que j'ai choisie. C'est Madame A, qui a 46 ans. Elle est hospitalisée en soins sous contrainte à la demande d'un tiers, son père en l'occurrence, depuis le 15 avril dans le service, mais elle a été hospitalisée 5 jours auparavant dans un autre service pour des raisons de lit indisponible. Le motif de son hospitalisation, il est la recrudescence anxio-délirante dans un contexte de prise anarchique de ses traitements. À ce jour, elle est hospitalisée depuis un mois. D'un point de vue social, Madame I habitait depuis 2017, avant son hospitalisation dans le service, en appartement thérapeutique à Aix-en-Provence. Elle est de nationalité française. Au niveau de sa situation familiale, ses parents habitent autour d'Aix. Ils lui ont rendu visite il y a quelques jours. La patiente n'a pas de frères et sœurs, elle n'a pas d'enfants, elle n'est pas mariée, mais elle entretient une relation avec un homme qui vient régulièrement lui rendre visite, qui semble assez bienveillant et qui l'incite aux soins. À l'entrée dans le service, Madame A désigné son père comme personne de confiance. D'un point de vue professionnel, Madame A été diplômée d'un brevet de technicien supérieur mention assistante de direction en 1997. Elle a exercé ce métier pendant 15 ans de manière irrégulière puisque elle a été plusieurs fois hospitalisée. Elle a fini par arrêter de travailler. Au niveau de sa couverture sociale, Madame A est prise en charge à 100% parce que elle est diagnostiquée schizophrène, donc une affection de longue durée, mais elle parvient à subvenir à ses besoins hors hospitalisation avec des aides financières comme l'allocation aux adultes handicapés, donc la AH, et la complémentaire santé solidaire, et bien sûr le régime de sécurité sociale. À ce jour, Madame A pèse 71 kg et mesure 1,56 m. Après calcul, son IMC est de 29,17. Elle ne porte pas de dispositifs médicaux. D'un point de vue psychologique, Madame A, c'est une patiente de nature anxieuse, méfiante envers ses traitements, sa prise en soins. Elle a une pensée désorganisée, elle présente des dissociations cognitives, elle passe du coq à l'âne avec des rires immotivés. Elle souffre d'hallucinations auditives et visuelles, d'automatisme mental. Elle a un contact réservé envers les soignants, mais quand elle est avec les autres patients, elle semble plus ouverte à l'échange, à la discussion. Elle peut s'avérer pédagogue, elle aime transmettre des savoirs, des informations. Elle aime apprendre de nouvelles choses, elle a un fort intérêt pour la philosophie, les sciences de manière globale. Elle lit à ces sujets-là, elle prend note dans des carnets, elle échange à ces sujets avec le service d'animation du centre hospitalier. Elle y demande régulièrement de nouveaux livres. Madame A, elle aime écrire, spécialement la poésie. Elle écrit des nouvelles et elle a déjà participé à de nombreux concours d'écriture. Madame A prend soin d'elle. Elle aime se lisser les cheveux, se maquiller. Elle passe régulièrement du temps sur son téléphone où elle appelle son compagnon.
Pour parler de ces antécédents, nous allons différencier les somatiques et les psychiatriques. D'abord, je vais parler des somatiques. Alors, Madame A eu une rectocolite hémorragique. C'est une maladie inflammatoire intestinale qui lui a été diagnostiquée à ses 24 ans. Un an plus tard, elle subit une intervention chirurgicale, la coloprotectomie totale, qui est une résection complète du côlon et du rectum, qui a permis donc de conserver sa fonction sphinctérienne. Ces interventions-là ont permis la guérison complète de cette infection. Ensuite, je vais vous parler pardon, Madame I, elle n'a pas de contraception, elle n'est pas ménopausée. Je voulais aussi rajouter qu'elle a un schéma vaccinal complet, qu'elle n'a jamais été positive à la Covid-19. Elle peut être constipée, des laxatifs lui sont prescrits en si besoin. Ses antécédents psychiatriques maintenant sont la schizophrénie paranoïde à thème de persécution et de mécanismes d'hallucination, influence. Elle est connue du centre hospitalier, elle a été hospitalisée dans le service en 2002, en 2004, en 2013, pour des durées d'hospitalisation d'environ 3 semaines, un mois. Depuis sa première hospitalisation, Madame A, elle est suivie en extra-hospitalier dans un centre médico-psychologique par un psychiatre. Et ce psychiatre-là est aussi référent du service dans lequel j'ai fait mon stage et donc le service de son hospitalisation, ce qui est assez bien pour la continuité des soins et pour avoir comme un repère dans le milieu médical, une personne de confiance, quoi. Maintenant, je vais vous présenter l'histoire de la maladie de la patiente. Alors, à la suite de ses études, Madame A s'installe à Aix-en-Provence où elle trouve un emploi. En janvier 2002, elle se plaint à son entourage d'insomnie. Elle a de plus en plus de mal à se concentrer à son activité professionnelle. Elle est assez préoccupée par des voix qui, selon elle, l'emprisonnent, la façonnent, lui veulent du mal. Après des angoisses très intenses, elle fait une tentative de suicide par intoxication volontaire médicamenteuse. Ses parents interviennent et décident de l'emmener aux urgences. Elle y verra des psychiatres qui diagnostiquent une bouffée délirante. Elle ira dans une unité de soins intensifs, puis elle sera transférée dans un service de psychiatrie adulte générale. Elle reprendra sa vie professionnelle à la fin de l'hospitalisation avec un suivi en centre médico-psychologique. Madame A décompensera en 2004 et en 2013, où elle sera à nouveau hospitalisée dans le service et diagnostiquée schizophrène paranoïde. La schizophrénie, c'est une psychose qui se caractérise par des troubles importants de la perception de la réalité et des altérations du comportement. Pendant ces hospitalisations-là, elle fait la rencontre de son compagnon, qu'on a évoqué plus tôt, qui est maintenant stabilisé et qui s'avère donc être un pilier, selon ses dires, quelqu'un d'assez bienveillant. En 2017, après des démarches administratives et médicales, Madame A été admise dans un appartement thérapeutique. Elle y est stabilisée. Elle recevait de temps en temps la visite d'infirmières. Un soir, alors qu'elle se dispute avec son compagnon dans son appartement thérapeutique, elle décide de partir. Elle va marcher pendant 1 heure et demie sans but dans la ville d'Aix-en-Provence. Elle finit par appeler sa famille parce qu'elle se sent mal. Elle tient des propos incohérents. Donc après, avec ses parents et son compagnon, elle se présente au centre hospitalier le lendemain. Son discours, il est désorganisé. Elle présente des hallucinations auditives, visuelles et synesthésiques. Elle avouera au psychiatre avoir pris de manière anarchique son traitement psychotrope. Elle intégrera du coup notre service tout d'abord avant d'intégrer celui où elle a
était hospitalisé, donc sous contrainte malgré sa volonté. Je vais vous parler maintenant de l'histoire de l'hospitalisation de Madame A. À son entrée dans le service, Madame A semblait anxieuse, avec un discours désorganisé, dissocié, des propos délirants. Elle présentait des hallucinations acoustico-verbales. Pendant l'hospitalisation, elle a voulu porter plainte contre son compagnon, qu'elle accusait de vol de sa voiture. Elle s'est rendue au commissariat, elle a été raccompagnée par les forces de l'ordre dans le service. La patiente n'a pas critiqué son geste. Il s'avérait que son compagnon lui gardait la voiture près de chez lui pendant que Madame A était hospitalisée. Il y a 2 jours, Madame A s'entretient avec le psychiatre du service. Et, elle verbalise avoir vu des extraterrestres et prévient de leur venue sur Terre prochainement. Excusez-moi. Le cadre a été posé par le psychiatre. Elle n'est pas autorisée à sortir de l'hôpital, mais elle peut se balader à l'intérieur. Elle a accès aux activités prévues par le centre hospitalier. Des sorties avec autorisation peuvent être envisagées. Elle n'a pas bénéficié de psychothérapie durant l'hospitalisation. La patiente à l'entrée a bénéficié d'un bilan sanguin complet et d'un électrocardiogramme qui était sans anomalie. À ce jour, le traitement de Madame A se compose de neuroleptiques, d'anxiolytiques, de laxatifs et d'anti-parkinsoniens. Aujourd'hui, elle a un contact assez réservé, elle a eu ses traitements au petit déjeuner. Je vais vous présenter maintenant les problèmes de santé relevant d'une collaboration avec le médecin. Je précise que je parle des problèmes de santé réels et dans un second temps des problèmes de santé potentiels. Alors d'abord, j'ai relevé l'altération des opérations de la pensée liée à son diagnostic de schizophrénie paranoïde qui se manifeste par des hallucinations, la dissonance cognitive, des coqs à l'âne avec des rires immotivés. Alors le médecin a prescrit de la clozapine 100 mg en comprimé par voie orale, posologie, donc 3 comprimés à 21 heures. Ces médicaments-là appartiennent à la famille thérapeutique des neuroleptiques atypiques. Ils sont indiqués pour les états psychotiques. Pour prévenir le risque d'agranulocytose, c'est-à-dire le déficit de globules blancs suite à la prescription de la clozapine, le médecin prescrit un bilan sanguin par semaine et ainsi surveille la numération des leucocytes. Il a été prescrit l'aripiprazole 10 mg en comprimé par voie orale. La posologie est d'un comprimé à 8 heures et un à 18 heures. Ce sont des neuroleptiques atypiques qui vont réduire l'activité psychique. Ils ont l'avantage de présenter moins d'effets secondaires que certains autres. Enfin, le médecin prescrit du Loxapac 25 mg en comprimé par voie orale, un comprimé à 8 heures, un à 12 heures, un à 18 heures. C'est un antipsychotique qui est indiqué pour atténuer les états psychotiques chroniques et aigus, comme ceux de Madame I. Je surveille la numération des leucocytes en collaboration avec le médecin et je m'assure de l'entretien du carnet de surveillance associé à la clozapine. En application du rôle propre, je vais surveiller les effets secondaires des neuroleptiques, à savoir les effets extrapyramidaux, donc je vais surveiller l'apparition de mouvements répétitifs de dyskinésie. Je vais, pour surveiller les effets cardiovasculaires, je vais prendre le pouls et la tension debout et assis pour prévenir d'éventuelles hypotensions orthostatiques, surveiller les constantes pour prévenir une tachycardie, apprendre à la personne à passer de la position couchée en position debout au bord du lit peut être une bonne chose et lui aussi préconiser de ne pas se pencher brutalement en avant. Pour les effets endocriniens, je vais tenter de faire verbaliser la personne au sujet de sa sexualité, bien sûr si elle le désire, surveiller sa courbe de poids avec une pesée 1 fois par semaine. Je vais surveiller le risque de syndrome malin, mais je l'évoquerai plus tard. Pour les effets
anticholinergique, je lui conseillerais de boire pour éviter la sécheresse buccale et je serai attentive si elle présente des troubles de la vision. Je préviendrai l'état de constipation en traçant les selles avec le logiciel médical. J'informe bien entendu la patiente des effets secondaires pour qu'elle puisse les repérer et nous prévenir plus rapidement si le cas se présente. Donc il y a eu la pesée ce matin et Madame A fait donc 71 kg. Pas de réajustement prévu, mais à noter que la communication de signes observés pertinents, comme j'ai évoqué plus tôt, sont importants pour d'éventuelles modifications de prescription en collaboration avec le médecin. Alors, je vais passer à un autre problème de santé. Donc, c'est l'anxiété liée au délire de persécution, se manifestant par un regard fuyant. Madame A ne décrit qu'au médecin son état psychique, une méfiance envers l'équipe soignante. Elle cache ses écrits et ses effets personnels. Le médecin prescrit de l'hydroxyzine 25 mg à raison d'un comprimé à 8 heures et d'un à 19 heures par voie orale. Ce médicament, c'est un anxiolytique, un tranquillisant, et il possède également des propriétés sédatives et atropiniques. Il est indiqué pour traiter l'anxiété de Madame A, dans ce cas-là, la tachypsychie. Dans le cadre du rôle propre, je vais surveiller les effets secondaires de l'anxiolytique, c'est-à-dire je vais surveiller les signes de somnolence, d'asthénie, de vertige. Je vais vous préciser que ce médicament n'est pas un benzodiazépine en lien avec le risque d'accoutumance. Je préviens l'intoxication volontaire en ne laissant pas le traitement à la portée de la patiente. Je lui conseille de ne pas boire d'alcool. Ce jour, j'ai pas observé de signes particuliers de somnolence, d'asthénie. À noter que Madame A peut demander un comprimé en plus si elle ressent le besoin, si elle se sent plus anxieuse. Alors ensuite, on va passer à un autre problème, donc le surpoids, qui est lié à la prise de neuroleptiques, qui se manifeste par une prise de poids régulière. Donc en lien avec le rôle sur prescription, le docteur a prescrit une consultation avec la diététicienne du centre hospitalier, dont l'issue a été la mise en place d'un régime sans gras. Donc les repas sont désormais moins caloriques et les 2 collations de la journée sont allégées. De mon côté, je vais aussi peser une fois par semaine Madame A avec le tracé d'une courbe de poids sur logiciel. Donc je vais aussi conseiller d'éviter le grignotage, les aliments sucrés, gras, transformés en dehors des repas et aussi de boire de l'eau en quantité suffisante en évitant les sodas. De bien mastiquer, de prendre son temps quand elle mange en évitant les écrans parce qu'ils favorisent le grignotage. Je vais tenter de sensibiliser Madame A aux effets des activités physiques, aux bienfaits, comme la marche ou les activités qui sont proposées par le centre hospitalier. Donc ce jour, Madame I a été pesée, elle fait 71 kg. Et donc c'est 0,75 kg de moins que la semaine dernière. Et donc cette donnée a été tracée. Alors j'identifie un autre problème, donc la constipation, qui est liée aux effets secondaires des traitements neuroleptiques et qui se manifeste aujourd'hui par une absence de sel depuis 2 jours. Donc à propos des actions mises en place par le médecin et en collaboration avec, celui-ci a prescrit du Dufalac en si besoin, 1 ou 2 sachets de 15 ml à mélanger avec de l'eau. Le Dufalac, c'est un laxatif qui va attirer l'eau dans les intestins et augmenter le volume des selles. De plus, il est prescrit un autre laxatif qui est le Lanzoil sous forme de gel par voie orale de 15 grammes. Au niveau du rôle propre, on surveille les selles avec le traçage du logiciel médical. On note le type de sel, leur quantité, leur aspect, leur odeur aussi.
On peut sensibiliser la patiente aux règles diététiques de base et l'importance des fibres et l'importance de l'hydratation. On conseille aussi l'activité physique comme la marche. On va stimuler la patiente pour qu'elle reprenne le plus rapidement possible ces habitudes-là et l'inciter à boire environ 1 à 2 litres d'eau par jour. On va proposer à Madame A de se rendre à la selle à heure fixe. Le massage aussi de l'abdomen est possible. Ensuite, quant à l'évaluation du jour, ce matin, la distribution de son traitement, comme je vous l'ai évoqué plus tôt, elle a indiqué ne pas être allée à la selle depuis 2 jours. Et on lui a proposé le Lanzoil et le Dufalac. Elle s'est plainte de douleurs à l'abdomen avec une EVA à 3. Pardon. Plus tard dans l'après-midi, elle nous a dit qu'elle avait été à la selle, qu'elle sentait mieux, que le traitement a fait effet et qu'elle ne sentait plus cette douleur à l'abdomen. Voilà. Alors ensuite, je vais vous parler des risques potentiels. Donc, j'ai relevé le risque potentiel de syndrome parkinsonien lié aux effets secondaires des neuroleptiques. Donc, au niveau des actions mises en place par la collaboration avec le médecin, le psychiatre il a prescrit en si besoin le Lepticure 10 mg à raison d'un comprimé par voie orale. C'est un antiparkinsonien qui appartient à la famille des anticholinergiques. Et ici, il est indiqué pour le traitement des syndromes parkinsoniens induits par la prise de neuroleptiques. Donc, pour assurer le rôle propre, je vais prévenir l'apparition de signes d'un éventuel syndrome parkinsonien, c'est-à-dire que je surveille les signes de dyskinésie, de tremblement au repos, de rigidité musculaire, de ralentissement, de mouvement, de troubles de la coordination. Je vais m'engager aussi à prévenir le médecin si ces signes arrivent, si ces signes surviennent. Alors maintenant, je vais vous parler des diagnostics infirmiers que j'ai identifiés en lien avec le projet de soins associé. Alors au niveau des risques réels, j'ai identifié le risque de grossesse involontaire en lien avec les états de confusion de Madame A, se manifestant par un rapport sexuel non protégé et regretté. Donc elle demande, Madame A, ce matin, a demandé un entretien infirmier. Elle a confié avoir une relation sexuelle avec un autre patient du service qu'elle a regretté. Dans le cadre du rôle propre, on effectue un travail de réassurance durant l'entretien. On l'a fait verbaliser sur le processus qui l'a conduit à ce rapport sexuel. On lui conseille aussi de discuter de cet acte avec l'autre patient. On la sensibilise à l'éducation sexuelle, donc l'usage de contraception, la notion de consentement. On lui met d'ailleurs à disposition des préservatifs. Et avec son consentement, nous communiquons cela au médecin, au psychiatre, dans l'optique de réaliser un prélèvement sanguin HCG, qui est marqueur de la grossesse. Donc, pour l'évaluation, Madame A, avant l'entretien, elle avait un teint assez pâle, elle montrait des signes de stress. Elle tapait son pied par terre. Et après l'entretien, elle semblait assez rassurée, elle avait plus le sourire. Donc, autre diagnostic infirmier réel, c'est la tension dans l'exercice du rôle de l'aidant naturel, en l'occurrence son compagnon, se manifestant par ses dires « j'en peux plus, j'ai tout fait pour elle, je suis épuisée ». Donc au niveau des actions mises en place sur le rôle propre, on fait une écoute active, on propose le programme de formation et d'aide pour les aidants du centre hospitalier. Donc aussi un travail de réassurance, de soutien psychologique de la part des soignants. L'issue a été le refus de la formation par l'aidant. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter le diagnostic infirmier potentiel que j'ai identifié. Alors, le risque potentiel de syndrome
malin lié au traitement neuroleptique. Donc, je respecterai dans un premier temps, je suspecterai dans un premier temps le syndrome malin devant toute hyperthermie chez la patiente qui est donc sous neuroleptique. C'est une urgence vitale, donc je vais surveiller l'apparition de signes annonciateurs comme on l'a dit, de l'hyperthermie, les troubles de la conscience, les sueurs, la polypnée. Je vais alerter le médecin et je vais arrêter le traitement euh, sur le moment si ça n'a pas été fait. Je surveillerai particulièrement son état de conscience et donc je prendrai ses constances et je me préparais à effectuer les gestes d'urgence si besoin avec un chariot d'urgence à proximité. Je découvrirai la personne en hyperthermie, en cas d'hyperthermie. Alors ensuite, un autre risque, c'est le risque potentiel de non-observance en lien avec les délires de persécution de Madame I et sa personnalité anxieuse. Donc je peux mettre en place des actions liées au rôle propre. Donc j'observe la patiente, je tente de saisir en fait quelle, quelle représentation elle a de sa pathologie et des traitements. Donc j'essaie aussi bien sûr d'instaurer une relation de confiance, de pratiquer l'écoute active et l'observation. Et je me prépare au cas de non-observance à lui expliquer les raisons pour lesquelles les traitements lui ont été prescrits, faire de l'éducation thérapeutique. Je pourrais aussi questionner le mode d'administration du médicament auprès du médecin si c'est une problématique pour la patiente hein, et pour qu'il puisse donc trouver une solution. Ce matin, Madame I a pris ses traitements. Alors, autre risque potentiel, le risque suicidaire, qui est lié à son intoxication volontaire médicamenteuse de 2002 et aux effets secondaires des psychotropes. Donc pour les actions mises en place, la chambre de la patiente se situe proche de la salle de soins pour l'avoir plus près, pour la surveillance. On la fait verbaliser si elle a des idées noires, on évite de lui laisser des objets coupants et tranchants, libre service dans sa chambre. On l'incite à participer aux activités, malgré le fait que ce soit une tentative de suicide qui soit pas récente, on doit quand même rester en alerte face à ce risque. Donc, ce jour, elle n'a pas de signes, elle ne présente pas de signes liés à ce diagnostic. Et enfin, pour ce dernier diagnostic infirmier, c'est la potentielle risque d'image corporelle perturbée liée à son surpoids. Donc si le diagnostic... donc en fait on peut lui expliquer les raisons du surpoids. On ferait aussi un travail de réassurance, de soutien psychologique. On l'inciterait à participer. Mais Madame A, elle présente... Enfin, elle aime beaucoup... elle présente pas des signes comme des signes de baisse d'estime de son image corporelle. Donc après, d'une manière plus globale, toutes les actions que j'ai évoquées seront tracées par les moyens de transmission. Et pour conclure, je vais vous parler du devenir de Madame I. Alors à court terme, la patiente, elle se rendra dans le service d'animation de l'hôpital pour l'activité d'expression écriture. Elle aura un prélèvement sanguin avec bilan sanguin, dosage de clozapinimide dans 4 jours. À moyen terme, il y a un rendez-vous pour une demande de logement social en collaboration avec l'assistante sociale. Et à long terme, Madame I envisage un logement social à aménager avec le passage d'infirmière libérale. Elle souhaite se rapprocher de ses parents et son compagnon serait prêt à la suivre. Je vous remercie.